Bienvenue à la webdiffusion. N'hésitez pas à poser vos questions lors de la présentation en les inscrivant dans l'espace prévu à cet effet. Ainsi, nous pourrons y répondre à la fin de la présentation. Nous vous souhaitons une bonne webdiffusion. Bonsoir tout le monde et merci d'être avec nous aujourd'hui et de nous accueillir chez vous pour la dernière rencontre publique d'information de la série Un tramway dans ma ville qui vise à faire la lumière sur le projet de tramway reliant l'ouest de Gatineau au centre-ville de Gatineau et d'Ottawa. Mon nom est Sheila Fournier, c'est moi qui serai votre animatrice ce soir. On est en direct sur deux plateformes, en webdiffusion sur StudioCast et sur Facebook Live. Tel qu'entendu, nous donnerons la priorité ce soir aux questions du public qui nous ont été acheminées avant le 15 novembre sur celles qui seront posées en direct. On tient toutefois à vous rassurer. Vous pourrez nous envoyer vos questions en temps réel à n'importe quel moment durant la présentation et nous les aborderons à la toute fin de la rencontre. Comment faire? Eh bien, c'est simple. Inscrivez-vous sur notre plateforme de diffusion web au studiocast.ca/tramway Gatineau. Toutes les questions qui n'auront pas pu être abordées ce soir feront l'objet d'un suivi par courriel au cours des prochaines semaines. À noter également qu'une foire aux questions sera actualisée en ligne au sto.ca/tramway Gatineau. C'est pour cette raison qu'on vous demande de vous inscrire sur notre plateforme de webdiffusion StudioCast en inscrivant votre adresse courriel pour fin de suivi. À noter que l'enregistrement de cette webdiffusion sera disponible prochainement sur la chaîne YouTube et le site web de la STO. Si vous n'avez pas pu être des nôtres depuis le début, vous pouvez aussi visionner la rediffusion de nos rencontres du 2 juin et du 22 septembre dernier de la même façon. Alors, avec nous ce soir, du côté de la STO, M. Alain Tremblay, directeur du bureau de projet de tramway qui sera là à la toute fin pour la période de questions. Bonsoir. Bonsoir. M. Jean-François Mouton, conseiller stratégique en environnement pour le bureau de projet. Bonsoir. Bonsoir. Et notre duo de panélistes invités ce soir, d'abord en première partie, Mme Catherine Morancy, professeure au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Et Mme Sarah Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec. Bonsoir. Bonsoir à vous. Pour ce qui est de l'ordre du jour, eh bien, d'entrée de jeu, nos panélistes vont aborder les retombées positives de l'implantation d'un système de transport collectif structurant sur le réseau routier et comment il répond à l'ensemble des besoins des différents usagers. Il sera également question de l'impact du tramway dans le changement des habitudes de déplacement et dans l'augmentation de l'efficacité collective. Nous parlerons aussi du rôle du tramway en tant que vecteur économique et social. Et enfin, nous traiterons de la pertinence du tramway en contexte de post-pandémie et dans l'amélioration globale de la mobilité urbaine. Les présentations seront suivies d'une période de questions à la toute fin de la rencontre qui sera d'une durée approximative d'1h30. Alors, sans plus tarder, on débute avec M. Jean-François Mouton, conseiller stratégique en environnement à la STO, qui nous fera une mise à jour du projet et du volet de l'étude d'impact environnemental à venir. Diplômé en environnement et détenteur d'une maîtrise en biologie, M. Mouton possède déjà près de 25 années d'expérience dans le domaine environnemental en Outaouais. Parmi ses réalisations, notons qu'il a été responsable du volet environnemental de l'étude complémentaire pour le projet de transport collectif structurant de la STO depuis 2018. M. Mouton possède une expertise inégalée au Québec en matière d'études d'impact environnemental pour des projets de transport routier, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Monsieur Mouton, la parole est à vous. Merci, Sheila. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir pour vous faire une mise à jour sur le projet de tramway et sur les prochaines étapes de l'étude d'impact sur l'environnement et de la phase d'avant-projet préliminaire qui débuteront sous peu. Selon les données de la ville de Gatineau, la croissance démographique est actuellement plus forte qu'anticipée initialement pour les projections de 2031. On parle d'une augmentation d'environ 30%. Le développement du secteur de l'ouest de Gatineau se poursuivra de façon importante à moyen et long terme. Cette situation entraîne une hausse de la demande de déplacement. Cette hausse de la demande en déplacement aura ainsi des impacts conséquents sur le réseau routier existant, qui est déjà à capacité depuis 2014.
L'effet tram-bus, phénomène de congestion entre autobus, est déjà observé dans l'Ouest et dans les centres-villes de Gatineau et d'Ottawa. La présence d'obstacles naturels jumelés à une volonté commune des instances régionales de planification de favoriser la mobilité durable, donc la réduction de l'usage de l'auto solo et souhait d'éviter l'ajout de nouveaux axes routiers, permet d'anticiper une dégradation importante des conditions de déplacement pour l'ensemble des usagers si rien n'est entrepris pour y remédier. Alors, entre 2018 et 2021, il y a une étude complémentaire dont le but était d'identifier le mode technologique et le tracé optimal pour le secteur de l'ouest de la ville de Gatineau. Les conclusions de l'étude ont été dévoilées publiquement en mai dernier et c'est le scénario tout tram est tracé avec 2 axes requis au nord et au sud du côté québécois. Pour le secteur québécois, on a ce qu'on appelle la branche nord qui commence sur le boulevard Vanier, ensuite qui s'en va sur le boulevard du Plateau pour redescendre sur le boulevard Saint-Raymond. Et on a la branche sud qui, elle, va démarrer sur le boulevard des Allumetières, ensuite qui va redescendre le boulevard Wilfrid Lamine pour rejoindre le chemin d'Elmer, pour aboutir au tronc commun qui va arriver au centre-ville. Du côté du centre-ville de Gatineau, on aura un aménagement sans circulation sur la rue Laurier, entre les rues Eddy et Laval, ou entre la rue Eddy et le pont du Portage. Ensuite, le tracé va traverser le pont du Portage. Et du côté d'Ottawa, 2 options sont possibles, soit l'option du tunnel sous Sparks, qui est la plus performante, mais il y a aussi l'option en surface sur Wellington, avec et sans circulation, qui demeure une option valable. Alors, toutes ces options sont analysées en plusieurs détails, en plus de détails dans les phases subséquentes de l'avant-projet préliminaire et de l'étude d'impact sur l'environnement. Le scénario tout tramway se démarque des autres scénarios et ressort comme étant le plus performant. Il permet premièrement de diminuer le nombre d'autobus en circulation dans les centres-villes de Gatineau et d'Ottawa, qui était un objectif important pour la ville d'Ottawa, et il assure une capacité résiduelle pour une éventuelle croissance de l'achalandage. Alors, un tramway moderne à haute capacité, le véhicule considéré pour les fins de l'étude est un tramway urbain à plancher bas avec alimentation aérienne avec une capacité minimum d'environ 300 passagers, soit 4 fois la capacité d'un autobus articulé. Le tramway offre une très grande capacité comparativement aux autobus électriques qui ont aussi été étudiés mais non retenus en raison de leur faible capacité résiduelle. De plus, le tramway alimenté à l'électricité est modulable, contrairement aux autobus électriques. La longueur exacte des trains sera précisée à la prochaine phase du projet. Le tramway est un système de transport plus silencieux qu'un autobus. Le matériel roulant utilisé pourrait être similaire à ceux de Toronto ou de Waterloo. Bien que d'autres modèles soient considérés en fonction de l'évolution du marché, les véhicules sont typiquement munis de supports à vélo à l'intérieur et pourraient aussi être équipés de supports pour ski de fond en hiver. La technologie du tramway est très différente de celle du train léger. Alors, la fréquence, la fiabilité et l'efficacité du mode de transport structurant favoriseront l'adoption de ce nouveau mode de transport par la population. En hiver, l'opération de déneigement est très similaire au déménagement d'une chaussée normale. Le verglas, certes, représente probablement un défi plus important que la neige, mais compte tenu de la fréquence de passage du tramway, le verglas ne devrait pas avoir le temps de s'accumuler sur les rails. Si c'était le cas, le tram possède des systèmes intégrés qui grattent le câble lorsqu'il passe afin de prévenir l'accumulation de verglas. Les analyses démontrent que le choix d'un tramway électrique est en adéquation avec le climat de Gatineau et d'Ottawa. D'ailleurs, des tramways sont déjà en service dans les villes de Toronto et de Waterloo, qui constituent une référence comparable sur le plan du climat. Idem pour des villes scandinaves, l'Ouest canadien et le nord des États-Unis. Le tramway pourrait être opéré avec des fréquences durant les périodes de pointe, on parle de 6 minutes sur chaque branche, de 3 minutes sur le tronc commun. Pour les autres périodes, on parle de 10 minutes sur chaque branche et de 5 minutes sur le tronc commun. Il y aura un service de 20 heures d'opération par jour, mais qui pourrait être étendu. Autre particularité, les voies sont exclusives, donc il n'y aura aucune congestion ou ralentissement, et la priorité sera au feu de circulation. Le tramway est une technologie différente de celle du train léger comme celui d'Ottawa. Le but du travail de conception des phases de l'avant-projet préliminaire est de bien définir tous les aspects du système de tramway, d'anticiper les problèmes qui pourraient survenir et de faire des choix de matériel roulant et de composantes du système de tramway qui soient conformes à ses besoins. Alors, voici une ligne de temps des jalons clés pour les 3 prochaines années jusqu'à l'étude du BAP, donc le Bureau d'audience publique sur l'environnement. Donc, en 2021, l'étude complémentaire a été complétée.
Actuellement, il y a des relevés de terrain qui sont faits et un appel d'offres de services professionnels est en cours. On est en train de faire les étapes. Et dans notre cheminement critique, nos équipes d'ingénieurs sont à peaufiner les différentes études et analyses dans le but d'approfondir certains aspects du projet, notamment les études d'impact sur l'environnement qui incluent entre autres l'arrimage des processus autant au niveau provincial et fédéral, notamment avec la Commission de la capitale nationale. Cette étude d'impact va comprendre une description du milieu récepteur, donc on va décrire les aspects biologiques, la faune, la flore, les aspects physiques, qualité du sol, la géologie, et au niveau du milieu récepteur qu'on appelle humain, donc ça va être au niveau de la qualité de la vie, du bruit, de la qualité de l'air, des GES. Fait que tous ces facteurs-là vont être décrits afin d'avoir une bonne description du milieu récepteur actuel pour déterminer quels sont les enjeux qui vont avoir un impact sur l'environnement. Suite à la détermination de ces enjeux, il y a toute une série de mesures d'atténuation qui vont être implantées afin de minimiser les impacts. Et tout au long de ce processus, il va y avoir toute une série de consultations publiques qui vont être organisées afin de prendre les commentaires de la population. Par la suite, dans le processus d'étude d'impact, il va y avoir un programme de surveillance et de suivi qui va être implanté, notamment pendant la période d'exploitation et la période de construction, afin de s'assurer que toutes les mesures d'atténuation ont été bien implantées et qu'elles sont efficaces. Dans le cas où elles ne le seraient pas, bon, on va avoir de nouvelles mesures d'atténuation qui seront implémentées sur le terrain. Par la suite, quand l'étude d'impact va être acceptée par le ministère de l'Environnement, celle-ci va être transmise au BAP qui va réaliser des audiences publiques pour avoir, comme le BAP est un organisme indépendant, qui va émettre son opinion et faire des recommandations au ministère de l'Environnement, à savoir comment le projet peut se développer et émettre soit d'autres mesures d'atténuation. Suite aux recommandations du BAP et du ministère, il va y avoir une recommandation qui va être faite au ministre de l'Environnement, qui lui va pouvoir aller demander au Conseil des ministres un décret pour permettre la construction de ce projet en implémentant toute une série de mesures d'atténuation. Parallèlement, il va y avoir aussi un avant-projet préliminaire qui, lui, comprend plusieurs étapes, dont la conception préliminaire du système de tramway, la conception préliminaire de l'implantation du secteur Gatineau, une étude de vétusté et analyse structurale du pont du Portage, la conception préliminaire du tunnel sous Sparks, la conception préliminaire de l'implantation sur Wellington, une analyse financière et économique et un dossier de planification préliminaire. Cette année, l'équipe de bureau de projet est en mode information, car pour consulter la population, l'équipe doit être formée afin de réaliser les études nécessaires qui nous permettront de consulter la population aux étapes ultérieures d'avant-projet préliminaire et de l'étude d'impact sur l'environnement. Évidemment, nous poursuivons notre dialogue avec la population d'ici là, mais lorsque les équipes de consultants seront en place au printemps 2022, nous procéderons à des consultations sectorielles sur certains aspects spécifiques, analyse par tronçon, à l'automne 2022. Un retour sur les enjeux évoqués sera fait auprès des résidents de ces secteurs au printemps 2023. En conclusion, nous sommes confiants que le tramway favorisera l'accès aux services et qu'il contribuera à rehausser le dynamisme des centres-villes de Gatineau et d'Ottawa, tout en réduisant notre empreinte écologique collective. C'est un projet fédérateur et un legs important sur le plan de la mobilité durable qui transformera notre région pour les années à venir. Le gouvernement provincial a déjà confirmé sa participation financière et nous sommes en attente du financement fédéral. Merci. Merci, M. Mouton. Je vous rappelle qu'on va passer, après les présentations de nos panélistes, aux questions. Alors, n'hésitez pas à nous en faire part à tout moment directement sur la plateforme StudioCast. Je cède maintenant la parole à Mme Catherine Morancy, qui est professeure titulaire au département des génies civils, géologiques et des mines de Polytechnique Montréal. Mme Morancy est titulaire de la chaire Mobilité qui s'intéresse à la mise en œuvre de la durabilité en transport et de la chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes qui se concentre sur les interactions entre les différents modes de transport. Elle est aussi co-titulaire de la chaire en transformation du transport qui porte sur l'élaboration de scénarios de réduction de GES pour le Québec, en plus d'être récipiendaire 2021 du prix d'excellence en recherche et innovation de Polytechnique Montréal. Alors, Mme Morancy, la parole est à vous. Merci beaucoup. Donc, il y a 1 minute de moins pour présenter, avec tout le temps que vous avez pris pour me présenter. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là. J'allais dire que votre carte d'affaires doit être assez, oui, des deux côtés, hein, je dirais.
Donc, en fait, merci de m'avoir invité. Évidemment, je ne suis pas une spécialiste du projet de tramway dont il est question ce soir, mais je vais vous amener quelques éléments de réflexion, je pense, qui peuvent être utiles pour comprendre justement tous les bénéfices qui sont associés aux investissements qu'on fait en transport en commun. Je fais aussi partie du comité consultatif sur les changements climatiques. Donc, ça pourra révéler ma grande inquiétude envers les défis que nous avons à relever, en fait, à réduire nos grandes émissions de gaz à effet de serre. Et il y en a beaucoup qui sont associés au transport. Donc, ça amène quand même, ce sont des éléments préalables à considérer là, dans ce que je vais raconter ce soir. Donc, on en parle souvent là, des gaz à effet de serre. Il est clair que le transport est comme l'élément central qu'on cible quand on s'intéresse à la réduction des gaz à effet de serre, là. Mais il y a d'autres choses qu'on doit considérer pour mieux comprendre quelles sont les contributions potentielles d'investissement qu'on peut faire ou de solutions qui pourraient nous amener vers une transition un peu intelligente de nos comportements de mobilité. Donc, les gaz à effet de serre, c'est vrai que c'est la clé actuellement. En fait, c'est la clé. C'est le gros défi auquel on fait face, mais il y en a d'autres. Donc, le transport en commun, clairement, c'est notre principal outil de transformation de la mobilité. Et vous allez m'entendre souvent parler de mobilité, pas juste pour le travail, pas juste pour les études, mais tous les déplacements et tous les segments de population ont besoin de se déplacer. C'est très important que nos réseaux de transport en commun puissent répondre à l'ensemble de ces besoins. Et il y a vraiment beaucoup de co-bénéfices quand on investit dans les réseaux de transport en commun. Je dirais même chose pour la marche et le vélo et les modes partagés. On a des impacts sur la santé. Je vous ai mis quelques chiffres, les impacts sur l'équité, sur la consommation d'espace, sur la consommation de ressources, sur la sécurité, sur la santé financière, à la fois des ménages et de la collectivité. Donc, on ne peut pas se limiter à regarder un seul effet. Il y a beaucoup de co-bénéfices. Et dans la mesure où on a des segments de population qui sont prêts à transformer leur mobilité, à utiliser d'autres outils que l'auto-solo, il faut investir absolument parce que tout le monde va gagner si on a des transferts de modes de transport qui sont effectués et qu'on a une réduction dans l'utilisation de ce véhicule privé. Donc, c'est mon entrée en matière. Je veux quand même vous amener sur certaines tendances qui sont très déprimantes. Là, j'ai toujours le tour de déprimer les gens au début de mes présentations parce que je trouve qu'il faut savoir dans quelle situation on se trouve pour comprendre combien c'est urgent qu'on fasse quelque chose. Donc, on n'a pas toujours les meilleures données pour tirer des constats, mais voici ce que j'ai pu trouver. Et ça, c'est pour la partie résident du Québec, là, du territoire Gatineau, finalement, de la région. Quand on regarde les données du recensement canadien pré-COVID, on n'était pas du tout en phase avec nos grandes ambitions d'augmenter la part modale du transport en commun et un peu de s'affranchir de l'automobile, mais pas du tout. Quand on regarde les tendances, on poursuit là, la hausse du recours à l'automobile privée comme conducteur pour se déplacer. On a une diminution du covoiturage avec une baisse des passagers. Par ailleurs, les principaux passagers qu'on observe dans les voitures, ce sont des enfants qui se font conduire vers l'école. Donc, on est loin de nos grandes ambitions de covoiturage. Moins de transport en commun. Bon, à pied, ça bouge plus ou moins, mais c'est quand même pas dominant dans la mobilité typique pour aller au travail. Ensuite, les autos. Et qu'on les aime, nos autos. Et ça, c'est important de savoir aussi combien il y en a de ces véhicules et combien on a un sérieux problème sur les bras quand on essaie de s'affranchir de cette place qu'occupe le véhicule dans notre mobilité et dans nos territoires. Et à travers le temps, ce sont des statistiques sur le nombre d'autos et finalement le ratio entre les autos et les personnes en âge de conduire. Puis finalement, la vente d'automobiles, en tout cas, il y a des fluctuations, mais l'accès à l'auto ne s'est jamais aussi bien porté. On a vraiment beaucoup d'autos par personne de 15 ans et plus. Ça augmente. Donc, on a vraiment vu la transformation de ce véhicule qui est devenu plus maintenant un objet de ménage, mais un objet individuel. Et ça, c'est un enjeu parce que quand quelqu'un possède un véhicule, c'est plus dur de le faire changer de mode de transport. Et bien, ces véhicules-là sont, en gros, on est passé vraiment de presque la moitié de la flotte qui fait partie de la classe des camions légers. Ça, je dois vous dire, comme ingénieur en transport, que c'est extrêmement préoccupant. On a raté une énorme occasion de réduire nos gaz à effet de serre parce que l'efficacité qu'on a gagnée d'un point de vue énergétique chez les véhicules, on l'a totalement perdu en achetant des véhicules plus gros. Donc, c'est comme quand on a augmenté la vitesse de déplacement sur nos réseaux, finalement, ça n'a pas permis aux gens de gagner du temps, ça a permis d'aller plus loin. Donc, on a toujours cette tendance à continuer nos rythmes de consommation. Et l'autre chose que j'ai démontré récemment, c'est vraiment que l'augmentation de la taille de ces véhicules-là réduit la capacité de transport de nos réseaux routiers. Parce qu'on a des véhicules de plus en plus gros, qui ont de plus en plus d'espace et ils sont de plus en plus vides. Donc, quand j'entends que les réseaux sont à capacité, je pourrais argumenter abondamment en disant qu'on fait un très mauvais usage de nos espaces publics
en termes de transport de personnes. Donc, on peut très bien mieux valoriser. Le transport en commun fait des grands pas en termes d'efficacité de transport de personnes et en termes de personnes transportées par mètre carré. Bon, des constats, il y en a beaucoup qui ont été mis davantage en évidence avec la pandémie. Il y a vraiment beaucoup de segments de population qui sont négligés. J'ai souvent dit, ce qu'on ne mesure pas n'existe pas dans nos modèles. Je pense que c'est vrai dans nos politiques. On néglige beaucoup de segments, beaucoup de types de déplacements quand on réfléchit aux grands enjeux de transport. On s'est beaucoup intéressé aux déplacements domicile-travail, domicile-études, aux déplacements de pointe. Bien, il y en a beaucoup qui ne se déplacent pas pendant ces périodes-là. Il y en a beaucoup qu'on néglige en termes de construction d'offres alternatives à l'auto-solo. On néglige, mais abondamment, plusieurs externalités qui sont associées à l'automobile. Et quand on questionne sur les coûts individuels et les coûts collectifs de ce système orienté autour de l'auto, on néglige. On néglige les coûts sur la santé, les effets sur la sécurité, la consommation d'espace, l'utilisation de nos ressources, la pollution de l'air, ainsi de suite. Et ça fait en sorte qu'on a cette espèce de biais de faire une promotion à peu près systématique de l'usage et de l'acquisition des véhicules privés. Ça, c'est un enjeu, puis ça explique aussi certains freins quand on veut mettre en place d'autres types de solutions. On a fait les calculs récemment pour Montréal sur le partage des espaces pour voir est-ce que c'est équitable la façon dont nos rues sont partagées entre les différentes clientèles. Bien, sans surprise, ce n'est pas du tout équitable. On a une prédominance des espaces dédiés aux véhicules stationnés et en mouvement. Ici, vous avez l'exemple à Montréal, c'en est un peu catastrophique. C'est pour ça qu'avoir ces chiffres-là ne peut pas faire de moi quelqu'un qui va rester calme quand je présente sur ces dossiers, parce que c'est tellement épouvantable les statistiques qu'on a. Donc, on a vraiment une prédominance de nos espaces de voirie qui sont dédiés à l'automobile, qui sont dédiés au stationnement. Donc, quand vient le temps de récupérer, parce que si on va récupérer une partie d'espace finalement qui devrait être dédiée à d'autres usages, ça ne devrait pas être si difficile de bien le justifier parce qu'il y a beaucoup d'arguments qui sont faciles à trouver. Donc, évidemment, il y a des cibles aussi. Puis, notre politique de mobilité durable, il y a des cibles là-dedans, mais il n'y a pas une cible de réduire la dépendance à l'automobile privée. Il n'y a pas de cible visant à faire en sorte que des gens puissent adopter des modes de vie qui ne sont pas ancrés autour de l'automobile. Il n'y a pas de cible visant à réduire le nombre d'autos qui sont sur nos territoires. Ça demeure un enjeu important. Donc, l'onde de choc COVID, parce que ça aussi, ça nous frappe. Il y a beaucoup de questions qui sont pourquoi on a du transport en commun? Pourquoi on met de l'argent dans le transport en commun maintenant que tout le monde travaille à la maison? Bon, on va relativiser ça un petit peu. Si c'est ça, on va juste fermer toutes nos routes. Puis on n'aura plus de problème de transport. Je pense qu'on comprend que ce n'est pas tout à fait ça l'enjeu. Il y a eu quand même un effet duré de cette COVID. Moi, quand j'ai commencé à discuter post-COVID, je regardais les travaux en psychologie et ça m'avait fasciné de voir combien de temps ça prenait pour adopter une habitude. Et là, clairement, tout le monde a adopté de nouvelles habitudes. On n'en est plus à quand est-ce qu'on revient à la normale. Là. Elle n'existe plus, cette normale pré-COVID. Donc, tout le monde il y a eu vraiment une transformation des systèmes d'activité, et elle n'est pas terminée, cette transformation-là. On n'a pas encore atteint une espèce de stabilité dans à la fois les lignes de désir. Les lignes de désir, c'est moi, je vais me déplacer jusque-là à une telle heure. Donc, c'est les mouvements souhaités par la population. Ce n'est pas tout à fait stabilisé. Il y a eu une grosse transformation de la demande de transport. Les gens ne se déplacent pas nécessairement aux mêmes heures, pas aux mêmes destinations, ce qui fait que parfois, la nouvelle destination est peut-être moins bien desservie par les services de mobilité actuels et le transport en commun doit devenir un outil de soutien à plusieurs types de mobilité, pas seulement des déplacements domicile-travail. Et cette question de transformation des systèmes d'activité, notamment la réduction de la fréquence des déplacements domicile-travail, c'est une belle opportunité pour revoir nos réseaux et revoir le rôle de l'automobile. Je reviendrai là-dessus. La rue. Ça nous a révélé aussi pendant la pandémie que la rue, ce n'est pas juste une fonction de transit. Il n'y a pas juste faire passer des débits de circulation sur une rue. Il y a une fonction de lieu, tout ce qui est autour de la qualité de vie, des destinations. Moi, je parle d'errance urbaine, les jeux dans la rue, donc toute la fonction d'utilisation de la rue comme milieu de vie et la fonction environnement. Ces deux fonctions-là sont abondamment négligées. Et on a vu que dans certains quartiers, peut-être que le voisinage ne répondait pas aux besoins de prolongement de l'unité de logement. Donc ça, c'est important de maintenir ça à l'esprit. Donc, quelques statistiques, là, parce que je voulais vous amener quelques statistiques intéressantes, des constats qu'on tire de la COVID. Je pense que tout le monde maintenant s'entend pour dire que le télétravail va rester
Nous, on avait fait 2 enquêtes pour essayer de comprendre la transformation sur la perception du télétravail. Évidemment, ce ne sont pas des enquêtes représentatives de la population, mais la transformation des réponses à travers le temps, ce qu'on a eu en avril 2020 et en mai 2021, vient quand même confirmer que le télétravail est perçu comme étant quelque chose qui va vraiment rester à 2 ou 3 jours par semaine. Ça, c'est clair. Puis, ça s'est confirmé à travers le temps. Là. Ça s'est renforcé, cette perception ça va demeurer dans nos systèmes d'activité. Ça, c'est important d'avoir ça à l'esprit. Avant la pandémie, on avait calculé comment on pourrait mieux utiliser nos véhicules. Parce que ça, c'est fait avec l'enquête qui est disponible dans le territoire Ottawa-Gatineau. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on simule des journées de déplacement, puis on regarde si tout le monde partageait son véhicule, hein, si chacun donnait son véhicule à la collectivité, ça en prendrait combien pour répondre exactement aux mêmes besoins de déplacement que quand chacun utilise son propre véhicule. Et selon la volonté de marché des citoyens, on pouvait enlever entre 20 et 40 et 50 des véhicules possédés. C'est énorme. Et ça veut aussi dire qu'ils ne sont pas si utilisés que ça, les véhicules privés. Donc ça ouvre une autre opportunité. Là, on est en train d'administrer une enquête sur cette question pour voir quelle est la satisfaction à l'égard de la possession automobile. Parce que si on veut réduire la possession automobile, donc réduire, moi je dis toujours affranchir les ménages de la nécessité de posséder 1, 2, 3, 4 véhicules, parce qu'on fait vraiment des ménages très motorisés, là, il faut qu'on ait des alternatives. Et là, le fait que le déplacement domicile-travail soit moins fréquent, ça ouvre une opportunité de dire, tiens, peut-être que le 2e ou le 3e véhicule, on en a moins besoin, parce que souvent, même le premier n'est pas utilisé tant que ça sur une journée typique. Donc, ça ouvre une opportunité et ça fait en sorte que là, les autres alternatives vont vraiment devenir importantes aussi pour soutenir l'ensemble des besoins de mobilité. Des révélations, mais clairement, un peu partout, quand vous avez des réseaux de transport en commun qui ne ciblaient presque exclusivement les grands corridors domicile-travail ou les grands corridors de déplacement pendulaire, c'est clair que ces services-là ont été plus touchés. C'est le déplacement qui est disparu. Donc, un service de transport en commun n'est pas exclusivement un service visant à prendre des propriétaires de véhicules et les convaincre de prendre le transport en commun pour leur déplacement de travail. Il faut vraiment migrer avec tous les défis auxquels on fait face, notamment notre cible de réduction des gaz à effet de serre, notre carboneutralité. Il faut vraiment cibler la réduction de cette dépendance puis l'adoption de modes de vie non ancrés sur l'automobile privée. Et là encore, je le redis, on n'a pas 100% des gens qui vont adopter un mode de vie non ancré sur l'automobile. Ça, c'est très important de comprendre que plus il y aura de gens qui vont être prêts à adopter des modes de vie différents et des comportements de mobilité différents, plus la collectivité au complet va en bénéficier. Et ça, c'est très important parce qu'il y a une partie de la population qui est prête à faire des transformations de comportement, mais on n'aura jamais 100% de gens. Ce n'est pas ça la cible. La cible, c'est qu'il y a tellement d'avantages parce qu'il y a une réduction de l'utilisation de l'auto privée qu'il faut tout faire pour que ce potentiel de conversion des comportements se fasse. Tout le monde va en bénéficier. Et pour que ça puisse fonctionner dans un mode post-COVID, il faut vraiment que nos services de transport en commun soient à haute fréquence, qu'il y ait une grande amplitude. Donc, haute fréquence, typiquement, ce qu'on voit dans la littérature, c'est que dès qu'un service est autour de 10-15 minutes, il va y avoir une perception de disponibilité. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de regarder l'horaire, on se présente, le service va passer. Ça, c'est ce qu'il faut ultimement cibler. Grande amplitude. Donc, ça veut dire que ce n'est pas des services de pointe, là, je pense qu'on a compris, avec la diversité des besoins de mobilité, que ça ne peut pas être orienté pointe seulement. Il faut vraiment qu'il y ait du service toute la journée. Il faut que ça permette d'accéder à différents types d'opportunités. Donc, les loisirs, les magasinages, ils répondent à tous les segments de population. Ça, ce sont les clés. Donc, des services structurants qui vont offrir haute fréquence, grande amplitude et desservir des corridors où il y a beaucoup d'opportunités. Il y a un gros potentiel pour permettre à des gens, justement, de migrer ou au moins d'adopter un nouveau mode de transport et devenir moins dépendants à l'automobile privée. Une autre chose que je dis souvent, c'est qu'il faut faire très attention aux conclusions simplistes sur la réduction du transport en commun. L'achalandage actuel. L'achalandage n'a pas été touché de la même façon sur l'ensemble des services. Ça, c'est clair, on le voit très bien.
L'autre chose, c'est qu'effectivement, les fréquences ont changé et les lignes de désir. Donc, les déplacements qui se font ne sont pas nécessairement les mêmes qui étaient faits avant. Et si je me déplace à un endroit différent, peut-être qu'effectivement, je n'ai pas d'alternative ou que bon, je vais peut-être y aller à pied, à vélo, ainsi de suite. Donc, il faut faire attention, c'est beaucoup plus complexe qu'un simple chiffre de réduction. Sur le transport en commun, bien, je le dis et je le redis, c'est vraiment le cœur de la transformation. Et là, je prends pour acquis que tout le monde s'entend sur le fait qu'il faut changer les modalités actuelles de déplacement. Et ce n'est pas en prenant notre flotte actuelle et en la rendant électrique qu'on va régler nos problèmes. On va avoir l'impression d'en régler une petite partie, mais on ne réglera pas grand-chose. Parce que là, on va s'outiller d'autres systèmes de recharge, puis là, on va consommer de l'électricité, dont on va avoir amplement besoin pour faire autre chose aussi. On va consommer plein de ressources. Bon, il y a quelque chose de beaucoup plus systémique que ça qu'il faut faire. Et le principal outil qui permet d'assurer la mobilité va demeurer le transport en commun. Et là, ça presse qu'on assure notre capacité de nous déplacer plus tard. Donc, c'est vraiment un investissement. Des choses qu'on a démontrées. Première chose, j'ai une étudiante qui fait sa thèse de doctorat sur la multimodalité et les interactions entre les modes. Et on a fait un modèle compliqué. Je n'ai pas mis le modèle ici, mais ce que le modèle a permis de démontrer, c'est vraiment le lien de cause à effet. Et ça, pour démontrer le lien de causalité, ça prend des modèles particuliers. Ce n'est pas juste une corrélation, là, on peut dire ça augmente versus ça augmente. On a vraiment démontré que les changements dans l'offre de transport en commun, présence de métro, les points d'ancrage de vélo-partage et le nombre de véhicules partagés avaient augmenté de façon significative la multimodalité. Donc, le fait que des segments de population utilisent plusieurs modes pour se déplacer. Donc, ça, c'est clair. Dès qu'on investit dans des alternatives, ça contribue à faire en sorte qu'il y ait une adoption, que les citoyens vont utiliser plus de modes de transport. Deuxième chose, ça c'est mon deuxième étudiant de doctorat qui est là-dessus, il est sur la dépendance à l'auto. Et ce qu'on essaie de comprendre, c'est quels sont les facteurs qui vont être associés à une probabilité moindre de posséder un véhicule, deux véhicules ou aucun véhicule. Donc là, on essaie d'isoler certains facteurs qui peuvent expliquer le niveau de motorisation. Donc, à gauche, on a la situation pour les ménages où il y a un seul adulte. Et c'est vraiment la probabilité de posséder un véhicule qui va augmenter à Montréal quand vous vous éloignez du métro. Donc, on sait que le métro a un effet fort. Pourquoi? Parce que le métro est fréquent. Il passe toute la journée, donc grande amplitude, haute fréquence. À droite, c'est la même situation, mais pour les ménages où vous avez deux adultes. Donc, il y a trois situations. Aucun véhicule, un véhicule qui est partagé entre les adultes ou chaque adulte qui possède au moins un véhicule. Et là, on voit encore que la probabilité de ne posséder aucun véhicule, la ligne en rouge, va diminuer plus la distance au métro augmente. Pour ceux qui ont plus qu'un véhicule, donc chaque adulte possède son propre véhicule, va augmenter avec l'éloignement du métro. On fait la même chose pour le nombre d'arrêts de transport en commun. Donc, à gauche, vous voyez, là, ça descend. Ça descend de façon assez drastique. C'est vraiment plus vous avez d'arrêts d'autobus à moins de 400 mètres de marche, c'est vraiment des distances calculées sur les trottoirs, les réseaux piétonniers, bien, plus vous avez une probabilité faible d'être motorisé. Donc, on a vraiment un effet très structurant et ça, c'est des méthodes qui permettent de tenir compte de la proximité de plein de choses. Je vous ai sorti deux résultats, là, nombre d'arrêts, proximité d'un nœud structurant qui est le métro dans le cas de Montréal, mais on a regardé la proximité des épiceries, des dépanneurs, de plein de services pour voir en quoi des services comme ça venaient réduire finalement la nécessité de posséder un ou plusieurs véhicules selon la structure du ménage. À droite, on a la même chose. La ligne bleue, ce sont les ménages multimotorisés, donc deux véhicules pour deux adultes. Et évidemment, ça diminue avec l'augmentation du nombre d'opportunités de se déplacer en transport en commun. Ça, c'est vraiment très important de voir qu'il y a un effet offre. S'il y a de l'offre, ça va avoir un effet pas juste sur l'utilisation du mode, mais aussi sur les outils de mobilité qu'un ménage va devoir posséder. Bon, une autre démonstration, quand je dis qu'il ne faut pas juste s'intéresser au gaz à effet de serre, il faut s'intéresser au gaz à effet de serre, mais aussi à d'autres choses, ce sont les effets du transport en commun sur la santé. Donc, on a mesuré à Montréal que les usagers du transport en commun font en moyenne 54% du niveau d'activité physique recommandé quotidiennement. Depuis ce temps-là, je parle du transport en commun comme étant un mode semi-actif. Hein, ça a un vrai effet sur la santé des populations. Et quand on regarde à Montréal, j'ai fait sortir ce chiffre, plus de 60% des kilomètres marchés quotidiennement découlent de l'utilisation du transport en commun. Ça, le transport en commun et la marche, ce sont de grands amis.
ça prend de bonnes infrastructures actives pour soutenir nos réseaux de transport en commun. Et les réseaux de transport en commun vont contribuer au maintien d'un niveau d'activité physique. Très important de le considérer. Bon, l'espace, là, je vois mon temps qui s'écoule, là, mais l'espace, la valorisation de nos espaces. Je vous ai mis des chiffres qu'on devrait avoir à l'esprit quand on regarde une rue. Qu'est-ce que ça permet de transporter une rue? Donc, une voie d'autoroute, typiquement 2000 UVP. UVP, c'est le véhicule standard. Il y en a de moins en moins sur nos réseaux. On multiplie ça par un taux d'occupation, donc le nombre de passagers qui ont dans le véhicule, ça nous donne à peu près 3200 personnes et je suis généreuse. Sur une artère, on va descendre à peu près 800. Bon. Une voie de bus, c'est toujours tout ce qui est transport en commun, c'est merveilleux parce qu'on peut adapter la capacité avec la taille des véhicules et la fréquence de passage. Donc, les chiffres qu'on avait tout à l'heure, vous allez avoir une capacité, je ne sais pas, entre 3000 et 6000, mais on pourrait l'augmenter s'il y a plus de demandes. Donc, c'est déjà une valorisation extrêmement plus efficace pour le même espace que de dédier une voie à l'auto privée. Une voie de vélo, évidemment, c'est multiplié, puis la voie piéton, c'est ce qui offre la plus grande capacité parce qu'on n'occupe pas beaucoup d'espace. Donc, ça, il faut comprendre quand on regarde une rue, qu'on pourrait toujours mieux valoriser quand on ne fait que dédier des espaces à la voiture privée. Bon, donc, pour moi, là, je trouve que l'argumentaire est quand même facile. Quand on prend plusieurs arguments, là, je les ai juste résumés ici, ça augmente la capacité de transport de personnes. C'est ça qu'on veut transporter, ce n'est pas des véhicules. Ça améliore le niveau d'équité du partage de la rue. Ça améliore l'équité d'accès aux services. Pour tous les segments de population, ce sont des opportunités supplémentaires parce que c'est moins cher que de posséder un véhicule. C'est moins cher collectivement parce qu'il y a moins d'externalités. Ça contribue à la réduction des facteurs de risque d'accident. Si on veut réduire les accidents, on réduit le principal facteur de risque, qui est le débit de circulation avec la vitesse. Et ça contribue à l'augmentation du niveau d'activité physique. Bon, je les ai déjà dit, les règles d'or, parce que là, je vois le montant qui s'écoule, j'ai bien tout fini. Mais il faut qu'il y ait une grande amplitude, haute fréquence, il faut que ce soit compétitif. Donc, il faut lui donner des espaces exclusifs pour qu'il arrête d'être pris dans la congestion. Il y a quand même beaucoup de gens à bord. Il faut que les arrêts et les stations soient bien connectés dans les milieux pour faciliter l'accès aux destinations et les connexions vers les lieux d'habitation. Il faut tenir compte de l'intermodalité, les connexions marche, vélo avec les autres modes de transport en commun. Et il faut vraiment garder à l'esprit qu'en 2021, là, on a tout un défi sur les bras. Il faut vraiment contribuer à réduire la dépendance à l'automobile parce que ça ne rentrera plus. Là. On en a trop de voitures. Il faut vraiment trouver une autre mode qui va mieux valoriser nos espaces et qui va être plus équitable pour l'ensemble des usagers et des citoyens. Donc voilà, j'ai juste mis un gros crochet vert parce que dans nos cibles de la politique de mobilité durable, le PMD, c'est la politique de mobilité durable que nous avons. Quand on regarde certaines cibles que j'ai sorties, tout ce qui est transport en commun, ça permet justement d'atteindre plusieurs de ces cibles. Beaucoup. Donc, tout ce qui est accès à 4 services de mobilité durable, ben oui, transport en commun, c'est la clé. Est-ce que ça permet de réduire le temps de déplacement? Bien, logiquement, oui. Si ça génère un transfert modal, puis qu'on garde sur le réseau ceux qui ont une nécessité d'être là, tout le monde va y gagner. Nombre d'accidents, clairement, si on réduit le principal facteur de risque, ça devrait aller. Part des déplacements effectués en auto solo, oui. Est-ce qu'on offre un mode plus efficace? Consommation de pétrole, clairement. C'est même si les bus ne sont pas électriques, c'est plus efficace qu'un véhicule privé. Et les dépenses, c'est clair. Parce qu'un véhicule privé, on ne peut pas dire à la population québécoise, achetez-vous un véhicule, même s'il est électrique. Ce n'est pas comme ça que les gens vont faire des économies. Et collectivement, il y a bien trop d'externalités qu'on néglige pour dire que c'est ça qui est le plus efficace. Alors sur ça, je vais respirer et vous relancer la parole. Merci beaucoup, Madame Morancy. C'est extrêmement intéressant. On cède maintenant la parole à Madame Sarah Doyon, directrice générale de Trajectoire Québec, une association qui intervient dans la représentation des citoyens et la promotion de leurs intérêts en matière de transport collectif partout au Québec. Forte de son expérience dans le milieu politique, tant au palier provincial que fédéral, Madame Doyon a notamment été appelée à travailler sur la modernisation de l'industrie du taxi, la sécurité ferroviaire et les enjeux liés à l'accessibilité aux services de transport collectif hors des grands centres urbains. Madame Doyon, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci d'ailleurs au bureau de projet pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici, malgré que ça met un peu de pression quand même de parler après Catherine Morancy. Par contre, malgré les constats déprimants pour la plupart, il y a quand même beaucoup des éléments qui ont été là qui sont de la musique à mes oreilles. Puis il y a plusieurs choses dans la présentation d'aujourd'hui qui feront écho à ce que Mme Morancy a déjà dit un peu plus tôt. Donc effectivement, Trajectoire Québec, on est une association dont la mission est de faire la promotion du transport collectif, la défense collective des droits des usagers.
Il y en a peut-être parmi vous ce soir qui nous connaissaient sous notre ancien nom, celui de Transport 2000. On a changé de nom en 2017. On avait besoin de se moderniser. Transport 2000, c'est un peu vintage, mais ça n'a pas eu le temps de revenir à la mode encore. Cela dit, on a été fondé en 1977 par des usagers du transport collectif qui voulaient finalement obtenir de meilleurs services. Et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Notre vision, c'est que tous les Québécois aient accès à des services de transport collectif de qualité, sécuritaires, accessibles partout sur le territoire du Québec. Donc, pour remplir cette mission-là, on utilise différents moyens, des interventions médiatiques, des mobilisations citoyennes, des représentations politiques. On participe à des conférences comme celle de ce soir. On participe aussi à différents comités d'organisations partenaires afin de faire entendre la voix des usagers, donc le comité de suivi de la politique de mobilité durable, le comité des partenaires d'Aéroports de Montréal, le comité Québec de l'Association canadienne du transport urbain, et j'en passe. Aujourd'hui, dans le fond, dans le cadre de la conférence que j'ai envie de vous parler, c'est évidemment des objectifs du Québec en termes de mobilité durable et des besoins, des priorités des usagers. On va regarder finalement ensemble comment le projet de tramway s'inscrit dans ce contexte-là, de quelle façon il vient répondre aux besoins de mobilité de la population de Gatineau. Là, j'ai tendance à oublier mes PowerPoint dans la vie, alors je vais m'assurer de changer mes diapositives de présentation. Vous me ferez signe si jamais j'oublie. Donc, d'emblée, je vais vous faire une confidence. Moi non plus, je ne suis pas une experte de ce projet. Je ne suis pas une fille de Gatineau. Je ne connais pas très bien cette ville-là. Ce n'est pas moi qui va donc vous dire pourquoi le tramway devrait passer sur telle rue plutôt qu'une autre. Par contre, même si je ne connais pas bien la ville, je connais bien les besoins des usagers, je connais bien les enjeux de mobilité durable. Donc, je suis convaincue que je serai capable d'être pertinente parce que, dans le fond, un des principes de base, c'est que les enjeux de mobilité sont les mêmes partout au Québec. Ce qui diffère, ce sont les moyens, ce sont les ressources. Ce que je veux dire par là, c'est que partout au Québec, peu importe où on se trouve, dans une grande ville ou dans un petit village, dans une région éloignée, les gens, ils ont besoin de se déplacer, que ce soit, oui, pour aller au travail, mais pour toute autre raison, donc les loisirs, faire les courses, avoir accès aux services de santé, toutes sortes de choses. Donc, évidemment, chaque milieu a sa réalité, ses particularités, ses besoins. C'est ça qu'on doit évaluer quand vient le temps de planifier un projet de transport. Puis dans le cas du projet de tramway à Gatineau, bien, comme M. Mouton l'a bien présenté au début, ça venait répondre à un besoin croissant de mobilité, notamment dû à l'augmentation de la population dans certains secteurs, le secteur d'Elmer. Ça venait aussi répondre aux besoins de lien avec Ottawa qui se dotait d'un nouveau système. Donc, évidemment, les études ont été réalisées pour prendre en compte l'ensemble des besoins des facteurs. C'est le scénario tout tramway qui a été retenu. Cela dit, chez Trajectoire, on appuie le projet depuis longtemps, mais l'expertise de notre organisation, c'est les besoins et les attentes des usagers. On se prononce donc moins sur le bon mode au bon endroit. On fait confiance aux experts en planification pour faire ça. Donc, on nous dit que c'est le scénario tout tramway qui est le meilleur. On les croit. Et nous, ensuite, ce qu'on veut, c'est s'assurer que les besoins des citoyens en termes de mobilité soient répondus un peu plus dans le détail. Dans le cas qui nous occupe, on appuie le projet depuis longtemps. En fait, ce que j'ai pu retrouver, je n'étais pas à l'organisation à l'époque, mais c'est que notre première intervention publique sur le dossier, c'était en 2016, conjointement avec Équiterre et le Conseil régional de l'environnement de l'Outaouais, où on demandait effectivement un lien structurant dans l'ouest de Gatineau. Un peu plus tard, en 2018, encore avec Équiterre, on avait sorti la publication des 12 travaux prioritaires du transport collectif. Puis le lien structurant de l'ouest de Gatineau était déjà identifié. Puis à ce moment-là, on avait vraiment fait une recension de l'ensemble des projets de transport collectif sur la table au Québec, ceux qui étaient suffisamment avancés aussi pour qu'on les considère comme prioritaires et prêts à être livrés. Donc, ça avait été un appui fort. Évidemment, en 2019, lors de la campagne électorale fédérale, ensuite, on a demandé un engagement financier du gouvernement du Canada pour la réalisation du projet. Et malheureusement, puisque le financement n'est toujours pas concrétisé au niveau du gouvernement du Canada, mais on a ressorti notre demande en 2021 pour demander le financement du palier fédéral. Évidemment, cette demande-là, ce n'est pas une demande qui est uniquement de Trajectoire Québec. Là, on travaille avec plusieurs partenaires, notamment la coalition S'allier pour le tramway. Puis je vous avoue que je m'explique mal pourquoi le financement fédéral n'a toujours pas été réglé, alors que les investissements fédéraux sont supposés soutenir des projets verts, dont les projets de transport collectif. Puis ils ont annoncé plus récemment un fonds permanent destiné aux infrastructures de transport collectif. Fait que je me permets de le dire, si jamais il y a des gens du gouvernement du Canada qui nous écoutent ce soir, on attend votre engagement financier, c'est essentiel à la réalisation de ce projet.
J'ai parlé rapidement de la coalition S'allier pour le tramway. C'est une coalition d'organisations de la société civile qui appuie le projet des organisations de différents secteurs. Donc, par exemple, il y a Mobio, il y a Vivre en ville, il y a Vision Centre-Ville Gatineau, il y a l'APICA, Action Climat Outaouais, évidemment Trajectoire, on fait partie de cette coalition. Et on est toutes des organisations donc, qui sont derrière le projet et qui souhaitent sa réalisation le plus rapidement possible. Avant de passer aux priorités des usagers, je vais vous parler un petit peu de la politique de mobilité durable. Mme Morancy en a fait allusion. Je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail sans répéter ce qui a été dit. Donc, effectivement, en 2018, le Québec s'est doté d'une politique de mobilité durable sur l'horizon 2030. Donc, elle a été co-construite avec la société civile. On était plus qu'une vingtaine d'organisations de différents secteurs qui sont tous liés à la mobilité, tant au niveau du transport des personnes que du transport de marchandises qui avons contribué à la création de cette politique-là. Maintenant, les organisations composent le comité de suivi de la politique de mobilité durable. On essaie de suivre la mise en œuvre des mesures puis l'atteinte des cibles. Ce n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours les indicateurs pour le faire, mais en tout cas, c'est ça notre mandat. Vaste mandat s'il en est un. Donc, la PMD de son petit nom, elle est plutôt ambitieuse et on tient vraiment à atteindre les objectifs qui y sont fixés. En tout cas, les organisations de la société civile qui l'avons co-créée, on y tient vraiment. Et je vais vous présenter la vision. Vous allez voir, la barre a été placée plutôt haute, surtout au regard du travail qui reste à faire. Donc, la vision, elle se lit comme suit. En 2030, le Québec est un leader nord-américain de la mobilité durable et intégrée du 21e siècle. Sur un territoire aménagé dans une perspective de mobilité durable, il dispose d'un écosystème des transports performants, sécuritaires, connectés et sobre en carbone qui contribue à la prospérité du Québec et répond aux besoins des citoyens et des entreprises. C'est donc ambitieux. Je serais très heureuse qu'on s'y rende en 2030, mais il faut quand même être réaliste, il reste 8 ans et ça implique de grandes transformations si on veut se rendre. Ce que vous voyez à l'écran, je pointe ici parce que c'est là mon écran, mais bon, ce que vous voyez devant vous, c'est le schéma qui est l'écosystème de la mobilité durable qu'on retrouve dans la politique de mobilité durable. Donc, finalement, ce que ça vient dire, c'est que ce qui affecte la mobilité durable, c'est les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux. Et on doit se servir de catalyseur, la gouvernance, le financement et l'innovation pour avoir finalement un territoire qui est favorable à la mobilité, offrir des services performants et intégrés, tout ça pour le bénéfice des citoyens. Donc, grand chantier devant nous. Et cette politique de mobilité durable, elle est basée sur l'approche RTA, donc l'approche réduire, transférer, améliorer. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, réduire, c'est assez simple, c'est l'étape 1 en principe, donc réduction des déplacements et des distances à parcourir. La réduction du nombre de déplacements et des distances à parcourir. Transférer, étape 2, donc on transfère les déplacements vers des modes plus durables. On essaie de faire passer les gens de l'automobile au transport collectif, par exemple. Et améliorer, c'est l'amélioration de l'efficacité énergétique des déplacements. Donc, les véhicules qui restent, si on a bien fait l'étape réduire et bien fait l'étape transférer, les véhicules qui restent devraient être électrifiés, par exemple, pour améliorer leur efficacité énergétique. Évidemment, réduire, ça va être beaucoup en aménagement du territoire. On va devoir s'assurer de construire des milieux de vie qui sont complets, offrir des services de proximité, s'assurer de mettre des écoles, des garderies dans les nouveaux quartiers, éviter l'étalement urbain, c'est rapprocher les milieux de vie des milieux de travail aussi. Transférer, mais c'est transférer des déplacements en voiture vers des modes plus durables. Pour réussir à convaincre les gens, c'est pas compliqué. Là, il faut avoir de l'offre, il faut avoir de l'offre en transport collectif ou en transport actif. Finalement, bien, effectivement, les véhicules qui restent devront être électrifiés et idéalement partagés, mais on n'est pas rendu là. Voyons bien honnête. Madame Morancy a parlé des cibles de la politique de mobilité durable. Donc, la PMD, elle fixe 10 cibles. Je vous ai mis les principales ici qui touchent plus le transport collectif, le transport de personnes. Il y en a d'autres, mais effectivement, 70 de la population a accès à au moins 4 services de mobilité durable. Actuellement, on est autour de 52 En 2018, on était à 51,2, quelque chose du genre. Là, si ma mémoire est bonne. Fait qu'on progresse pas super vite. Réduction de 20 du temps de déplacement moyen entre le domicile et le travail. Donc, évidemment, si on réduit la congestion, si on a du transport collectif qui est plus efficace, plus performant, on va réduire les temps de déplacement. Diminution de 20 de la part des déplacements en auto-solo, ça, je peux vous le dire tout de suite, c'est la catastrophe. On n'est pas proche d'atteindre cette cible en 8 ans. Et réduction de 20 des dépenses brutes des ménages allouées au transport. Bien évidemment, si on fait un transfert modal de la voiture privée vers le transport collectif, on va réduire considérablement nos coûts de déplacement.
malheureusement, on ne semble pas s'enligner vers le bon sens. À ça aussi, j'aurais pu ajouter la cible de réduction de 37,5 des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports sous le niveau de 90. Là non plus, ça ne va pas bien du tout. Le secteur des transports n'est vraiment pas très performant pour améliorer ses émissions de gaz à effet de serre. Là, je le sais, ça a été mentionné un peu par d'autres, mais que certaines personnes questionnent la pertinence de déployer autant de nouvelles infrastructures de transport collectif depuis la pandémie, notamment en raison du télétravail, qui est là pour rester, semble-t-il, selon certains. Personnellement, dans notre petit milieu de travail, tout le monde est très, très heureux de pouvoir revenir au bureau, mais évidemment, il y aura des changements d'habitude qui sont là pour rester. Par contre, pour moi, c'est assez évident que pandémie ou pas pandémie, il faut continuer d'investir massivement dans le transport collectif. Il faut en offrir plus. D'abord parce que le transport collectif, il faut arrêter de le voir simplement comme un moyen de transport destiné au déplacement domicile-travail ou domicile-études. Même en télétravail, les gens continuent de se déplacer pour toutes sortes de raisons. Puis on sait aussi que le transport collectif, c'est un maillon important du filet social. On l'a vu durant la pandémie, les taux d'achalandage les plus élevés, ça se trouvait sur les lignes de bus de quartier, dans les quartiers défavorisés pour la plupart, qui desservent finalement les générateurs locaux de déplacement, les services de quartier. Donc, c'est important de continuer de se dire que le transport collectif, ça ne répond pas uniquement aux besoins de domicile-travail. Il faut aussi se dire que la pandémie, c'est une situation... Oh, pardon, on est dans un bâtiment libre ici, les lumières ferment quand on ne bouge pas assez. Désolée. Donc, c'est ça. La pandémie, c'est une situation temporaire. On l'a vu et on voit des bonds importants dans les taux d'achalandage à chaque fois que les mesures sanitaires sont un peu relâchées par le gouvernement. Donc, on peut quand même s'attendre à retrouver des niveaux d'achalandage aussi élevés qu'avant la pandémie, peut-être dans les prochaines années. Soyons honnêtes, les projets de transport collectif, ça ne s'implante pas rapidement. Donc, si on attend que les réseaux de transport collectif recommencent à déborder pour réfléchir au prochain projet de transport collectif, on n'y arrivera pas, on va être vraiment en retard sur notre projet. Évidemment, bien, là, je vous ai parlé des sites de la PMD. Si on veut les atteindre pour des impératifs économiques, sociaux, environnementaux, bien, il faudra qu'on soit de plus en plus nombreux à adopter le transport en commun. Puis, il y a aussi, évidemment, la crise climatique qui, elle, ne s'est pas arrêtée avec la pandémie. Donc, tout ça pour dire que pour moi, c'est vraiment évident qu'il faut aller de l'avant avec l'ensemble des projets de transport collectif, puis le projet de tramway de Gatineau ne fait pas exception, et notamment parce qu'il faut répondre aux besoins de déplacement des citoyens, besoins de déplacement des usagers. Ce qui m'amène à vous parler des priorités des usagers. Et là, je vous ai dit un peu plus tôt que les enjeux de mobilité sont les mêmes partout sur le territoire, ce sont les moyens et les ressources qui diffèrent. Pour les priorités des usagers, c'est un peu la même chose. En fait, les priorités sont les mêmes partout sur le territoire. Ce sont les attentes qui diffèrent. Évidemment, les citoyens des villes, des milieux urbains plus denses s'attendent à un niveau de service beaucoup plus élevé que les gens d'un petit village éloigné. Mais de façon générale, on peut résumer les priorités des usagers ainsi. Donc, de la fréquence, de la rapidité, de la fiabilité, puis finalement, le confort et la simplicité. Oh, voilà. Pardon, je bouge mes écrans. Je vais rester calme avec ma souris. Pardon. Donc, c'est important de comprendre que les priorités 1, 2, 3, fréquence, rapidité, fiabilité, sont plus importantes pour les usagers que le confort et la simplicité parce qu'elles ont un impact plus important sur le quotidien des gens. Être en mesure d'arriver au travail à l'heure, par exemple, ou aller chercher son enfant à la garderie à temps, bien, ça a un impact plus grand, c'est plus important que l'accès au Wi-Fi. Par contre, l'aspect de la fréquence aussi, ça vient particulièrement faciliter la planification des déplacements, on l'a dit un peu plus tôt. Si on veut véritablement compétitionner l'automobile, on doit offrir des services qui sont fréquents. C'est difficile de convaincre les gens de prendre le transport collectif plutôt que leur voiture stationnée au pas de la porte quand le bus passe aux demi-heures ou aux heures, par exemple. Avec de la fréquence, on n'a pas besoin de planifier son déplacement de façon exhaustive. On sait qu'il va y avoir du service, donc on ira, on embarquera dedans quand on sera prêt à partir, puis il n'y a plus de problème. Quand il faut planifier ça, puis vérifier les horaires, c'est un peu plus compliqué. Fait que le projet de tramway, ça vient offrir ça, un service fréquent, de sorte qu'on n'aura pas à vérifier l'horaire de la même façon qu'à Montréal, on ne vérifie pas l'horaire du métro, on sait tout simplement qu'il va passer. Même chose pour la rapidité, si un trajet de transport collectif prend beaucoup plus de temps qu'un trajet en voiture, bien, tous ceux qui peuvent se le permettre, tous ceux qui possèdent une voiture, vont choisir de prendre leur voiture. Par contre, quand on a des services rapides, comme des services en voie réservée ou des services en site propre, comme le tramway, on sort le transport collectif de la congestion, on améliore considérablement la qualité de l'expérience usagée, la rapidité du déplacement, la fiabilité aussi, tout ça est lié. Puis, on va pouvoir donc convaincre des gens d'adopter le transport collectif.
La fiabilité, évidemment, c'est important. On doit pouvoir compter sur le transport collectif pour arriver à temps à notre rendez-vous, au travail, whatever. Et je ne pourrais pas m'expliquer pourquoi. Peut-être que les travaux de psychologie nous aideraient à comprendre ça, mais il suffit d'une mauvaise expérience en transport collectif, une panne de métro, un bus en retard, pour que les gens aient tendance à abandonner, ne plus vouloir s'y fier. Par contre, on arrive régulièrement en retard à cause de la congestion, puis ça ne semble pas choquer personne. Donc, je ne sais pas si c'est lié au sentiment de contrôle qu'on a quand c'est nous qui conduisons notre véhicule, puis qu'on est plus dépendant du service de transport collectif. Ce n'est pas nous qui vont y faire quoi que ce soit s'il y a une panne de métro, par exemple. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est un phénomène qui me questionne. Bref, si ces 3 priorités-là sont importantes, sont les plus importantes, finalement, la 4e, donc le confort, la simplicité, ça ne doit pas être négligé puisque c'est des facteurs qui peuvent constituer finalement d'importants freins à l'utilisation des modes collectifs. C'est pour ça qu'on doit s'y attarder. Donc, si notre service est fréquent, rapide et fiable, mais que c'est trop compliqué de savoir comment le prendre pour un usager occasionnel, bien, c'est sûr qu'ils ne le prendront pas. Ou si c'est désagréable de le prendre parce que c'est complètement bondé et ça déborde, bon, ça n'arrive plus depuis le début de la pandémie, mais ça reviendra peut-être, espérons-le. On ne le prendra pas non plus. Si on ne se sent pas en sécurité, si c'est désagréable de le prendre, on ne le prendra pas. Donc, évidemment, il faut s'attarder à la question du confort et de la simplicité. Puis le projet de tramway, encore une fois, vient répondre à ça. C'est une infrastructure moderne qui répondra aux besoins des usagers. C'est aussi une question d'équité et d'inclusion. Et là, j'ai des petites animations, on ne sait pas trop pourquoi, tous ces usagers qui apparaissent. Donc, on doit développer une offre de service qui correspond aux attentes et aux besoins de la clientèle à desservir. Il y a une inadéquation entre les besoins et les services offerts, bien, les gens ne choisiront pas le transport collectif. En fait, la planification des services est souvent faite en fonction d'un usager type, pas par mauvaise foi, mais probablement par réflexe. Donc, cet usager type qui est généralement un homme en santé qui ne transporte rien en pleine forme, qui fait un trajet simple, domicile-travail, bien, il n'existe pas. Les gens, ce n'est pas si simple que ça, la vie. Donc, quand on s'attarde aux détails, on se retrouve dans des situations beaucoup plus complexes, on réalise le nombre d'embûches qu'on peut retrouver sur un parcours en transport collectif. C'est là où la planification doit venir réduire finalement le nombre de ces embûches-là. Moi, j'ai toujours pensé que c'était facile de prendre le transport collectif jusqu'à temps que je dois me déplacer avec 2 enfants dans une poussette. La catastrophe. Donc, il faut vraiment planifier et organiser les services en fonction des besoins de l'usager le plus vulnérable. De cette façon-là, on s'assure de répondre aux besoins de l'ensemble des usagers. Qu'on soit un usager à mobilité réduite, un aîné, une famille avec des jeunes enfants, quelqu'un qui vit avec une déficience visuelle, par exemple, il faut que l'ensemble des services répondent à ces besoins-là. Puis le tramway présente vraiment une opportunité d'offrir un service de qualité qui va être universellement accessible, convivial, les planchers bas, tout ça, ça facilite, oui, les poussettes et les chaises roulantes et tous ceux qui ont de la difficulté à se déplacer. S'assurer de répondre aux besoins, c'est aussi offrir un haut niveau de service, pas seulement dans les heures de pointe, on en a parlé un peu plus tôt, pas juste vers le centre-ville non plus, donc la grande amplitude de services, ça fait vraiment une différence. Donc, une personne qui aimerait utiliser les transports, les services de transport collectif, qui sait comment le faire, qui a les moyens de se procurer un type de transport, bien, si elle ne peut pas parce que les services ne correspondent pas à ses besoins de déplacement, elle va continuer d'utiliser sa voiture. C'est donc un des avantages majeurs du tramway, finalement, c'est d'offrir un service qui a une grande amplitude d'horaire et qui est fréquent tout au long de la journée. On le dit, c'est très, très vrai pour, par exemple, les travailleurs qui ont des horaires atypiques. On veut se déplacer en dehors des heures de pointe. C'est souvent catastrophique actuellement. Les services fréquents comme le métro ou des services de tramway, mais ça vient répondre aux besoins de l'ensemble de la population toute la journée. Ça vient... Je suis mêlée dans mes notes. Bref, je reviens à ce point que le transport collectif, ce n'est pas uniquement pour les déplacements domicile-travail, c'est un facteur aussi important d'inclusion sociale. Donc, pour les gens à plus faible revenu, notamment ceux qui ne possèdent pas de voiture par choix ou par indisponibilité financière, bien, le transport collectif, c'est vraiment un moyen efficace pour ces clientèles-là d'avoir accès aux services de l'État, aux soins de santé, visiter leurs proches, faire leurs courses, avoir accès à la culture, à tout ça. Puis, si on veut atteindre des objectifs qu'on s'est fixés collectivement dans la politique de mobilité durable, on ne peut pas se limiter à utiliser le transport collectif uniquement pour le travail. Il faut vraiment faire le virage vers la mobilité durable, mais ça implique que les citoyens
font le choix de vivre sans voiture. Ils le font parce que c'est simple, parce que l'ensemble de leurs déplacements peuvent être effectués en mode durable. Il n'y a personne qui choisit de se déplacer en transport collectif ou en vélo parce que c'est bon pour l'environnement. Tout le monde fait son choix de mode de déplacement parce que c'est le plus efficace, parce que ça correspond le mieux à ses besoins. Là, je vois Mme Morancy qui n'est pas tout à fait d'accord. D'accord, je vous l'accorde. Certains d'entre nous font des choix parce qu'ils sont meilleurs pour l'environnement, mais globalement, les gens choisissent leur mode de déplacement parce que c'est le plus convivial pour eux, parce que c'est ça qui est le plus facile. Donc, si je résume, le projet de tramway amène des gains importants pour les usagers, mais pas seulement pour eux. Pour les usagers, évidemment, ils vont bénéficier d'une connexion efficace entre l'ouest de Gatineau, les centres-villes d'Ottawa et Gatineau, en plus d'avoir un service qui est rapide, fréquent, avec une grande amplitude d'horaire. Évidemment, le tramway va être sorti de la congestion routière, donc ça va amener des gains de temps et de fiabilité pour les usagers. Mais le projet comporte aussi des avantages considérables pour l'ensemble de la société, notamment en réduisant la congestion. On va se le dire, est un gain significatif pour les automobilistes qui, eux, vont continuer de prendre leur voiture, qui ne seront pas convaincus par notre projet de tramway. Plus de gens qui utilisent les transports en commun, ça signifie aussi moins d'accidents de la route, moins de pollution. Ça, c'est tous des gains collectifs dont on bénéficie tous. Il y a plusieurs autres raisons pour lesquelles on gagne collectivement à mettre en place des projets structurants de transport collectif, que ce soit d'un point de vue économique. On le sait, ça coûte beaucoup moins cher à la société quand quelqu'un se déplace en transport collectif plutôt qu'en voiture. C'est sorti plus tôt cette année au printemps. Pour chaque dollar payé par un individu pour se déplacer en automobile, la collectivité paie l'équivalent de 5,77 $ en coûts sociaux. Et si on compare avec le transport collectif, on parle de 1,21 $. Donc, c'est presque 5 fois plus cher pour la société quelqu'un qui se déplace en voiture que quelqu'un qui se déplace en transport collectif. C'est quand même une réflexion à avoir là-dessus. Évidemment, Mme Morancy en a parlé, les usagers du transport collectif, on est tous piétons sur une partie de notre trajet. Transport actif, transport et collectif sont de bons amis. On est de très bons amis chez Trajectoire avec Piétons Québec. On travaille effectivement régulièrement avec eux. Mais effectivement, ça fait que les usagers du transport collectif, on est en meilleure santé globalement. Puis ça, moins de coûts de santé pour la société, c'est un autre gain. Donc, je vois aussi le temps qui file. On vous laisse garder du temps pour les questions. Je vais m'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Puis on sera prêt à répondre à vos questions. Merci beaucoup, Mme Doyon. Vous en parlez avec beaucoup de passion. Très intéressant également. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le moment de passer à la période de questions. Je vous rappelle que vous pouvez visionner la rencontre via Facebook Live et sur notre plateforme de webdiffusion StudioCast. Mais c'est uniquement sur cette dernière que vous pourrez poser vos questions. En vous inscrivant, vous indiquez votre adresse courriel que nous utiliserons pour fin de suivi si jamais nous n'avons pas pu répondre à votre question en direct faute de temps. Alors, c'est simple. Pour poser votre question sur StudioCast, rendez-vous dans la section « Questions » et inscrivez-la dans l'encadré prévu à cet effet. Cliquez simplement « Envoyer ». Je vais lire les questions à voix haute, puis désigner l'expert qui aura été identifié pour y répondre. Puisqu'on reçoit plusieurs questions similaires, on va les regrouper pour en faire une seule question afin d'éviter que ce soit répétitif. Alors, ne vous étonnez pas si vous entendez votre question quelque peu reformulée. Je vais passer tout de suite à une première question. Madame Morancy, cette question sera pour vous. Est-ce qu'il y aura pas un effet pervers au tramway? Je m'explique. En libérant de l'espace sur la route, est-ce que cela n'encourage pas aussi l'usage de la voiture individuelle? C'est une bonne question parce qu'en fait, ça soulève cette question de compétitivité. Hein. Quand on prend une rue et qu'on fait une réallocation d'espace, on vient changer finalement la relation d'équilibre sur les usages. Mais je dirais typiquement, il faut que le tramway devienne plus compétitif que l'auto, mais il est vrai que si les temps de déplacement s'améliorent, que ça peut rendre l'auto attractive. Et là, généralement, ce que je vais dire, c'est qu'il faut en profiter pour changer à qui on donne de l'espace quand on fait ça. Parce que mettre une voie de tramway vient vraiment multiplier la capacité de déplacement sur ce lien-là. C'est fou, l'effet. Donc, oui, mais il faut en profiter pour changer la location. C'est le temps, là. On récupère de l'espace. Et là, je ne viens pas dire qu'on vole parce que je deviens très insupportable quand j'entends ce mot-là. C'est l'inverse. L'espace a été volé à l'ensemble des usagers, donc c'est le temps de rétablir une forme d'équilibre, puis on a vraiment du chemin à faire. Et là, en faisant ça, on multiplie la capacité de transport sur ce segment-là. Et évidemment qu'il faut en même temps s'assurer que l'automobile ne va pas devenir plus compétitive. C'est clair. Merci beaucoup.
Monsieur Tremblay, la prochaine question s'adresse à vous. Sera-t-il permis aux usagers de monter à bord du tramway à vélo, en trottinette, etc., afin de favoriser la notion d'intermodalité? Oui, comme Jean-François a mentionné, là, toute la construction et du matériel roulant et des infrastructures va tout être accessible universellement. Donc, autant les cyclistes, ceux qui veulent transporter le ski de fond, et puis dans le matériel roulant aussi, habituellement, il y a des espaces pour la mobilité réduite, pour les vélos et pour toutes les activités que les gens font. Donc, il peut y avoir des aménagements qui sont modulables à l'intérieur même du matériel roulant. Donc, ça va tout être considéré dans les prochaines études et spécifications là, qui vont être à monter avec les spécialistes qui vont rentrer en place là, prochainement. Merci. Ma question s'adresse maintenant à Mme Morancy. Avec le télétravail, Mme Morancy, les gens ne se déplacent plus nécessairement aux heures de pointe. Quelle est l'utilité alors de construire un tramway? Bien, je l'ai abordé un peu dans ma présentation, là, mais effectivement, mais je pense que les réseaux sont quand même relativement congestionnés à certaines périodes. C'est vraiment essentiel qu'on puisse desservir l'ensemble des besoins de déplacement. Donc, c'est justement ce type de service qu'il faut mettre en place si on a une réduction des déplacements pendulaires, parce que là, les déplacements se sont dispersés à travers la journée. Donc là, c'est important d'offrir des services justement qui ne sont pas que de pointe. Donc, je pense que c'est encore plus important. Et là, je remets mes prémices là, que on doit transformer la façon dont on se déplace. Et tant qu'il y a des gens, tant qu'il y a une demande latente pour des services autres que l'automobile privée, il faut s'assurer de matérialiser ce potentiel-là parce que tout le monde va faire des bénéfices. On va en faire individuellement, qu'on soit l'usager ou pas, et on va en faire collectivement. Merci beaucoup. Si jamais vous voulez bonifier à la réponse, M. Tremblay, là, soyez à l'aise. Oui, mais ça va, c'est complet. Ça va, c'est complet pour vous. Parfait. Alors, on va passer à notre prochaine question. Celle-là s'adressera à M. Jean-François Mouton. Quel serait l'impact environnemental durant les travaux de réalisation de ce projet à l'endroit choisi? Il est certain que quand les travaux de construction vont commencer, il va y avoir des impacts au niveau du bruit, au niveau de l'émission de poussière. Mais justement, il y a un processus d'étude d'impact qui va être implanté et qui va amener toute une série de mesures d'atténuation et de suivi qui vont être faites durant la période de construction pour minimiser ces impacts et pour s'assurer que justement que les problématiques environnementales qui puissent apparaître soient réglées et minimiser les impacts sur le territoire. Merci. Monsieur Tremblay, est-ce que le tramway sera sur la même voie que les automobiles? En fait, le tramway va être sur une voie dédiée. En fait, dans un corridor dédié, il n'y aura pas de véhicule de voiture. Le seul endroit où il y aura un croisement potentiel, c'est aux intersections qui est partagé. Les intersections sont partagées, mais il y a l'insertion dans ce mode de tramway, il y a des insertions de lumière puis de feu prédominant. Donc, habituellement, à l'avenue du tram, le feu est appelé, puis le tram n'est pas bloqué par la circulation, puis ça améliore pas la fréquence, mais la performance en temps. Là. Donc, mais c'est configuré comme ça. Donc, il ne sera jamais dans le trafic, puis il n'y a jamais de partage de voies entre des automobiles et le tram. Et dans le même ordre d'idée, M. Tremblay, où iront se retourner les trains là, du côté d'Ottawa? En fait, il y a toujours deux cas possibles à Ottawa. Donc, si c'est en tunnel, habituellement, c'est dans des arrière-gares qui ont construit toujours le tunnel plus long que la dernière station. Puis il y a des mouvements comme ça de train avec des équipements de voie qui se feront mettre soit en amont ou en aval de la station pour permettre des changements de voie du matériel roulant. Ça, c'est le cas de tunnel, si on s'en va dans cette optique-là. Puis si on est en mode surface, à la dernière station, c'est le même principe, mais en surface. Donc, devant les dernières stations, pour ne pas déborder plus loin, vu que la surface, c'est plus, il y a plus d'empiètement. Généralement, les appareils de voie sont mis en avant de la station, puis ça permet les transferts de voie. Donc, il n'y a pas de retournement, il n'y a pas de boucle là où donc le tram rentre puis ressort soit
sur la même voie, mais il n'y a pas de piste additionnelle, comme le cas du tunnel où souvent il y a des arrière-gares qui se font après la station. Monsieur Tremblay, la prochaine question sera également pour vous. Avec le retour annoncé graduel à temps partiel des fonctionnaires fédéraux au centre-ville de Gatineau et d'Ottawa et la probabilité d'une formule hybride de télétravail maison-bureau pour un grand nombre d'entre eux, allez-vous réajuster au cours des 2 prochaines années les projections de fréquentation et les estimations de coûts-bénéfices pour évaluer plus justement la rentabilité du tramway? En fait, tous les calculs d'achalandage sont faits avec des projections qui vont jusqu'en 2050. Donc, le très court terme, là, il n'y a pas d'impact sur la projection d'achalandage. Puis, donc, ça, c'est le premier volet. Puis, comme Mme Morancy et Mme Doyon ont expliqué le long terme, donc l'effet de ce retour au bureau-là, donc à long terme, là, le développement puis l'achalandage, ces effets-là de télétravail là, donc, sont considérés dans ces calculs d'achalandage-là à long terme. Donc, puis peut-être Mme Morancy, si vous voulez renchérir. J'aimerais renchérir, en fait, parce qu'il y a beaucoup de ces analyses-là qui s'appuient sur des hypothèses qui sont très questionnables, notamment la valeur du temps d'un passager, la valeur du temps d'un conducteur. Je n'irai pas remettre en question le guide d'analyse bénéfices coûts du gouvernement, mais peut-être qu'il le faudrait. Je pense aussi qu'il faudrait tenir compte des coûts-bénéfices, parce que rarement, vous avez dans ces analyses-là l'ensemble des externalités qu'on va économiser. Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas mesurer c'est quoi l'effet de continuer à avoir des modes de vie ou des comportements principalement ancrés sur l'automobile. Et ça, c'est toujours dommage que dans des analyses de cette nature-là, on ne tienne pas compte de tous les autres avantages qu'on va tirer. Je comprends que c'est essentiel de les faire, ces analyses-là, mais en même temps, il faut être capable de comprendre leurs limites. Dans les analyses bénéfices-coûts, et le retour sur nos investissements, là, de voir quels sont les autres bénéfices qu'on va tirer d'investir dans des projets comme ça. Et on investit pour longtemps. Il faut voir justement plus tard, est-ce qu'on va dire une chance qu'on a fait ça? Parce que qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui avec l'augmentation des prix du pétrole puis la non-disponibilité de, je ne sais pas, caoutchouc pour les pneus, je ne sais pas quelles ressources il va nous manquer, mais il faut quand même anticiper l'ensemble des risques qui sont associés à ne pas faire un projet. Je vais arrêter là-dessus parce que j'ai l'impression que je rougis parce que je m'emballe. Mais ce sont des outils essentiels, mais en même temps, il faut connaître les limites qui sont associées à ce qu'on rentre dans ces outils de calcul-là. Merci beaucoup, Mme Morancy. Merci beaucoup, M. Tremblay. Comment l'implantation d'un tramway peut-il contribuer à réduire les coûts de transport des ménages et les coûts collectifs associés à l'automobile? Cette question s'adresse à Mme Morancy. Et là, j'aurais presque lancé la balle à Mme Doyon qui avait les chiffres dans les mains là, sur combien la collectivité investit pour que quelqu'un se déplace en auto. Mais je vais quand même me permettre justement une première réponse. Là. On a quand même dans les cibles de la politique de mobilité durable la réduction des coûts de transport pour les ménages et les transports sont le deuxième poste budgétaire après le logement et avant l'alimentation. Et évidemment, ce n'est pas en incitant les ménages à se multimotoriser qu'on va arriver à réduire leurs coûts de transport. Donc, dans la mesure où on arrive à réduire leur niveau de motorisation, donc posons qu'un ménage a 4 voitures, tombe à 3, ou en a 3, tombe à 2, et ainsi de suite, c'est sûr que ça fait un gain incroyable au niveau du budget. Et là, évidemment, le transport commun est fondamental. Si quelqu'un veut s'affranchir de la nécessité de posséder un troisième ou deuxième véhicule, là, ça prend d'autres modes. Donc là, les gains sont clairs. La réduction des coûts individuels de transport, pour moi, c'est clair. Ça passe par ces alternatives-là qu'on se paye collectivement, comme on se paye nos réseaux routiers et plein d'autres services. Bon, je balancerai peut-être pour les autres chiffres. Peut-être que Mme Doyon peut répéter les chiffres que nous avions. Oui, bien, en fait, effectivement, sur les chiffres collectifs, on parle de 5,77 que ça en coûte à la société pour 1 $ investi par quelqu'un pour se déplacer en automobile. On parle de 1,21 $ pour les coûts associés au transport collectif, donc les coûts sociaux sont associés à ça. Mais aussi, effectivement, le transfert modal, on se rend compte finalement que les gens évaluent très mal le coût que ça leur coûte finalement de posséder une voiture. Ils ont l'impression que dès qu'elle est finie de payer, ça coûte pas mal juste le carburant qu'on met dedans, alors qu'il y a toutes sortes d'autres coûts qu'on n'évalue pas, que ce soit le prix des plaques d'immatriculation, l'entretien du véhicule, les changements
de pneus, les assurances et tout ça, les gens évaluent très, très mal le coût de possession d'une automobile, alors que souvent, quand on entend que le transport collectif, c'est cher, c'est parce qu'on paye déjà 2 véhicules, puis on doit s'ajouter une passe mensuelle de 100 $ par mois pour éviter d'être pris dans le trafic, par exemple. L'implantation du tramway, ce que ça peut venir faire, c'est effectivement permettre de réduire le nombre de véhicules d'un ménage, puis à ce moment-là, les coûts de transport viennent de chuter drastiquement. C'est de cette façon-là qu'il faut le voir. Mais c'est sûr que si on fait juste ajouter à son offre de mobilité un type de transport collectif, mais qu'on garde toutes nos voitures, ça ne changera pas grand-chose. Merci beaucoup, Mme Doyon. Pourquoi ne pas construire un rapibus dans l'Ouest? La question s'adresse cette fois à M. Tremblay. En fait, il y a peut-être 2 éléments là-dedans. Le premier, c'est la croissance puis les projections jusqu'en 2050, la croissance démographique et la croissance de développement du secteur ouest nous ont amené des chiffres d'achalandage pour lesquels un rapibus ou un SRB atteindrait vite sa pleine capacité autour de 2030-2035. Donc, automatiquement, le tram devenait un mode supérieur à plus grande capacité, permettait d'aller jusqu'au chiffre de développement de 2050. Donc, ça, c'est un premier, là, c'est des calculs d'achalandage à partir des développements puis des simulations qui incitent le transfert modal et ainsi de suite. Puis le deuxième point, c'est qu'il y avait une très forte volonté de réduire le nombre d'autobus dans les centres-villes. Donc, un rapibus, ça amène un train d'autobus, puis c'est de la circulation additionnelle. Donc, une prémisse de l'étude aussi, c'était au niveau des insertions à Ottawa, il y avait un pourcentage d'autobus à réduire. Donc, avec un tram qui a une capacité supérieure à un autobus, ça réduit automatiquement le nombre d'autobus. Donc, c'est ça. Je vous dirais, ces 2 facteurs-là ont amené à vite aller vers le tram comme mode structurant. Donc, c'est pour ça. Merci beaucoup. Ma prochaine question va s'adresser à M. Jean-François Mouton. Monsieur Mouton, quand prévoyez-vous organiser des rencontres de consultation pour discuter des enjeux pour la population? Là? On parle ici de consultation en amont du BAP. Je vous dirais que le bureau de projet va bien sûr se doter d'une équipe d'ingénieurs qui vont faire la conception au niveau de l'avant-projet préliminaire et qui vont s'occuper principalement également de l'étude d'impact sur l'environnement. Puis, dans le cadre de l'étude d'impact sur l'environnement, il est nécessaire de faire toute une série de consultations publiques. Donc, les ingénieurs vont rentrer probablement au printemps 2022 et il y aura des premières consultations qui vont avoir lieu à l'automne. Donc, des séances d'information, des consultations pour d'établir quelles sont les problématiques et ensuite, les ingénieurs vont continuer à faire leur conception et à l'automne au printemps 2023, on va venir vous rencontrer pour détailler les mesures de mitigation qui ont été proposées. Et ça va être un processus, je dirais un working progress, où on va justement rencontrer à plusieurs occasions la population pour prendre le pouls de la situation et trouver des solutions pour régler les problématiques. Merci beaucoup. La prochaine question s'adresse à vous, M. Tremblay. Quelle sera la vision globale du niveau de service d'autobus qui sera offert à proximité du tramway? Comment se fera son intégration avec l'axe de transport structurant? OK. Habituellement, dans l'intégration d'un axe structurant, il y a des analyses qui vont être faites. Il y a eu des premières analyses qui ont été faites pour voir un peu l'impact que ça peut avoir dans le réseau. Donc, souvent, l'implantation de ce système-là libère du matériel, puis le matériel est réinjecté dans des circuits plus locaux, donc qui favorisent d'aller chercher plus de monde autour des stations. Bien entendu, tout ce remappage-là du réseau existant d'autobus pour pouvoir favoriser plus un transport local pour ramener les gens, souvent en mobilité réduite ou les personnes plus âgées, d'ouvrir le cercle des gens qui auraient une plus grande marche à faire, mais on vient compenser par un système local et aussi d'augmenter les fréquences, hein, parce qu'on a parlé beaucoup des enjeux, puis un des éléments clés du tram, c'est sa fiabilité, donc qui est là aux 5-10 minutes, il est constant, puis il est 20 heures par jour. Donc, peu importe le matin, l'heure de pointe, peu importe, toute heure du jour, le tram est là. Donc, ça nous amène à plus réfléchir à notre horaire, d'aller à la station
ou de prendre l'autobus. C'est un peu la même chose avec les services locaux. Donc, des fois, d'augmenter certains services locaux pour aller rechercher ces gens-là qui sont un peu plus loin, mais qui vont peut-être avoir bénéficié d'un autobus aux 10 ou 15 minutes au lieu d'être aux demi-heures ou 45 minutes. Et c'est là qu'ils embarquent dans les autos. Donc, les prochaines études, puis les prochains éléments vont permettre vraiment d'aller mapper de façon plus détaillée ce réseau-là. Mais c'est le grand principe, c'est comme ça qu'on va s'affairer à bonifier les réseaux locaux à partir de l'intégration de ce mode structurant. Monsieur Tremblay, on veut maintenant savoir qu'adviendra-t-il du stationnement sur le long du trajet du tramway, là, entre autres pour le secteur du plateau? Bien, c'est certain que, comme disait Mme Montmorency et Mme Noyon, quand on implante des réseaux comme ça, bien, il y a une volonté aussi de refaire, de réaménager, de réallouer les espaces. Et c'est sûr que le stationnement va être appelé ça va affecter le stationnement, mais il y a aussi un transfert modal. Donc, le fait de mettre un système structurant, on a parlé là, pendant la dernière heure, ça incite les familles à peut-être enlever des autos ou réduire le nombre d'autos, donc moins d'autos à stationner. Puis s'il faut garder des stationnements ou des voitures, bien, il va y avoir une réallocation dans les rues. Mais c'est toute une réflexion qui va être à faire avec la ville. Réaménager l'espace, vous l'avez entendu aujourd'hui, c'est le temps, c'est ce que ça l'amène aussi, l'implantation d'un système comme ça. C'est cette réflexion-là où on veut aller là, dans le futur, puis d'en profiter là, pour réaménager et réallouer les espaces à tous ces transports actifs-là, qui est la marche, le vélo, et ainsi de suite. Donc, il y aura des déplacements, c'est certain, de stationnement à proximité, mais il y a aussi un transfert modal qui va s'effectuer qui va normalement réduire le nombre de véhicules. Je ne sais pas si Mme Doyon ou Catherine, vous voulez enchérir là-dessus. Bien, on est toujours, en tout cas, moi, je suis toujours prête à dire que c'est vraiment le fun quand on réduit l'attractivité de la voiture. Là, il ne suffit pas de rendre le transport collectif plus attrayant. Si on veut vraiment favoriser le virage vers la mobilité durable, il faut aussi réduire l'attractivité de la voiture, mais réduire la disponibilité du stationnement, surtout aux abords d'une infrastructure de transport collectif aussi efficace et simple d'usage qu'un tramway. Bien, ça me semble tout à fait tomber sous le sens si on veut que les gens s'affranchissent de leur voiture. Et moi, je dirais quand même là, que ce qui est important, c'est de pas. Moi, j'essaie toujours d'illustrer que dans la population, il y a un spectre d'individus. C'est pas, on peut pas décider sur la base d'une anecdote personnelle. Tu sais, moi, j'en ai besoin, mais moi, je fais ci. Faut prendre du recul et regarder, OK, globalement, là, est-ce qu'on a dans la population des gens pour lesquels d'autres alternatives seraient idéales? Là, on veut amener le plus de gens à adopter un comportement qui est différent. Ça va faire en sorte, effectivement, que la pression sur le stationnement devrait baisser. Il faut aussi le gérer, le stationnement, c'est une ressource. Moi, j'ai dit, la compétition pour l'espace public, c'est notre défi des prochaines années. Tout le monde veut de l'espace. Tout le monde veut du temps en ville. Fait que là, il faut choisir qu'est-ce qu'on fait avec nos coins de rue et nos bords de rue. Donc oui, il faut faire une analyse des besoins. Il y a une drôle de perception qu'il n'y a pas de stationnement. Si je me fie à Montréal, il y en a vraiment beaucoup. C'est juste qu'il est moins bien géré. Il faut mieux le gérer pour qu'il soit plus accessible pour ceux qui en ont besoin. Mais on a de meilleurs usages à faire de nos bords de rue. Là. Donc, il faut vraiment questionner cette allocation globale de nos espaces. Et quand on en fait des espaces de stationnement, il faut les gérer. En faire vraiment un outil. Et quand on en aura besoin, bien, il va être disponible et on va essayer de le chercher. Parce que ça aussi, c'est un enjeu. Merci beaucoup, Mme Morency. Maintenant, la prochaine question. Comment le tramway peut-il contribuer à la relance économique d'une région, Mme Morency, puisqu'on vous a? Oui, vous m'avez. Puisque vous aviez la parole. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, j'y vais. Moi, c'est très drôle parce que j'ai eu des discussions avec des économistes qui me disaient, là, si on arrive à faire économiser de l'argent aux citoyens, il faut qu'on trouve dans quoi ils vont investir. Il ne faut pas qu'ils investissent dans quelque chose de pire. Et je trouve qu'effectivement, quand on libère de l'argent, parce que s'affranchir de la possession, moi, je reviens, là, parce que ce n'est pas des cibles qu'on a tout le temps explicité, là, mais réduire la nécessité de le posséder. Je ne parle même pas de l'utiliser, parce qu'on peut l'utiliser un partagé quand on en a besoin, mais réduire la nécessité d'en posséder plusieurs dégage une partie du budget qui est quand même énorme.
Donc ça peut contribuer à justement faire en sorte qu'on investit, que les citoyens vont investir dans d'autres choses. Je sais qu'avec la pandémie, investir dans les services de proximité, les commerces québécois, ça a été bien à la mode ou selon notre province. Là. Et ce que je veux dire, c'est que si on dégage une partie d'argent, là, ça permet justement de réinvestir dans des choses sans doute qui vont être plus durables, si je me permets d'utiliser ce mot-là. Mais il y a cette clé-là. Il faut donner les outils pour que ceux qui sont prêts à s'affranchir ou pour ceux pour qui c'est une dépendance dans un certain type, parce qu'il y a plein de formes de dépendance, qu'on puisse finalement travailler à valoriser notre argent à autre chose que dans les paiements sur 60 mois. Là. Ça se peut pas. Merci beaucoup, Mme Morancy. Monsieur Tremblay, on se demande maintenant où seront situées les stations exactement? C'est une bonne question. Non, écoutez, les emplacements, là, ça fait partie intégrante des prochaines études d'avant-projet. Donc, mais de règle générale, là, on a une station pour un mode tramway autour de 600 à 700 mètres, à toutes les 600 à 700 mètres. Trop rapproché va réduire la performance du système. Trop éloigné, bien là, ça va rendre ça plus complexe là, aux gens de se rendre aux stations. Donc, c'est une question d'équilibre. Ça demande des réflexions. Puis, de toute façon, nous, il va y avoir des consultations là, quand on va être rendu à un emplacement plus élaboré. Probablement qu'on va aller rencontrer aussi les résidents là, pour voir la dynamique du secteur pour s'assurer de la localisation exacte. Mais le nombre, là, il faut qu'on poursuive nos analyses et qu'on définisse de façon plus précise l'ensemble de l'achalandage. Donc, il reste encore des éléments à approfondir. Merci beaucoup. Nous allons maintenant nous préparer à prendre les 3 dernières questions et je vous rappellerai aussi les modes là, pour revoir les autres présentations, pour assister à cette présentation que nous avons faite ce soir si vous n'avez pas pu le faire avant et comment adresser vos questions par la suite si jamais d'autres questions vous venaient en tête. Alors, Monsieur Tremblay, on veut savoir s'il y aura du stationnement incitatif le long du tracé. Évidemment, quand même, on va en regarder du stationnement incitatif. Idéalement, c'est plus dans les extrémités du parcours, aux extrémités, pour effectivement favoriser une insertion. Puis, étant donné que le réseau a toujours la même fréquence, qu'il soit en bout de ligne ou sur le tronc commun, donc avec la fréquence qu'on va mettre de 6 minutes à 3 minutes, donc, on va laisser il va y avoir des stationnements incitatifs. On parle à peu près de 3 ou 4, là, donc dans les arrière-lignes, autant du côté du plateau que vers Hurley, à Lumetière. Et donc, on va favoriser ces stationnements-là en bout de ligne parce que le reste du réseau va être très bien desservi. Donc, on n'a pas d'intérêt à mettre de stationnement incitatif le long du parcours. Donc, ça va se limiter à peu près dans ces zones-là, mais il va y avoir des stationnements incitatifs. Mais encore là, tout cette fignolage-là, ça fait partie des avant-projets et des aménagements adjacents. Là, autant pour les cyclistes, pour les piétons, là, c'est pas juste, c'est des stationnements incitatifs. On l'avait vu dans la dernière thématique, il y a certaines villes en Europe, c'est des stationnements incitatifs de vélo. Donc, c'est ça. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, on se demande aussi ici, cette question s'adresse aussi à vous, M. Tremblay, pourquoi une mise en service seulement en 2030? En fait, les projets de cette envergure-là, il y a eu 2 ans d'études pour parler du besoin puis trouver le tracé et le mode. Mais il y a encore au moins 2-3 ans, puis c'est des projets complexes qui demandent plusieurs niveaux d'autorisation. Jean-François vous a parlé juste du niveau d'autorisation environnementale. Juste cette étude-là peut prendre 2 ans, 2-3 ans. Pour bien faire les choses, il y a l'avant-projet aussi qui définit le cadre. Tantôt, là, on dit que ça va être pris dans les prochaines étapes d'avant-projet, mais toute la localisation, la conception, la consultation de ces espaces-là
les interfaces avec les partenaires, les niveaux décisionnels. Donc, c'est toute une gouvernance qui nous amène à avoir des délais comme ça. Ensuite, il y a toutes les questions d'approvisionnement. Puis la réalisation, bien, ce n'est pas des projets qui se font en 1 an ou en 2 ans. Il y a toute une séquence de travaux. Donc, pour un même secteur, pour garder certains accès disponibles, ça ne se fait pas, là, on ne ferme pas la ville puis on construit le tram. Donc, toutes ces mesures de mitigation-là, pour réduire les impacts sur les circulations, sur le monde, sur les résidents, sur les écoles, sur les... Bon, donc ça prend un minimum 5 à 6 ans avec toutes les périodes de mise en service, donc toute la fabrication du matériel roulant. Donc, on parle de réalisation, de période de réalisation de 5, 6, 7 ans. Puis, nous autres, ben, dans un horizon de 10 ans, ça veut dire que concrètement, pour notre projet, ce n'est pas de travaux avant 2026. Donc, c'est à peu près dans ces eaux-là. Donc, c'est ce qui implique là, la réalisation, une mise en service plus dans les années 2030. Voilà, merci beaucoup, M. Tremblay. D'ailleurs, je vous adresse la dernière question, M. Tremblay. Quand, comment et sur quelle base seront éventuellement choisis les sites des futures stations? Le quand dans les 2 prochaines années? Sur quelle base? Beaucoup sur une base d'achalandage. Donc, il y a déjà eu des études urbaines de développement. Donc, c'est l'horizon, hein, c'est quels sont nos chiffres en 2050. Donc, toute cette modélisation-là de développement, de transfert modal. Ensuite, on trouve l'achalandage le long du tracé et ça nous amène souvent à positionner des stations à ces endroits-là avec les endroits appropriés. Donc, c'est des critères, là, puis il y en a plusieurs autres, là, mais en gros. Puis aussi, toute la fonctionnalité du lieu, là, de l'intersection. Donc, ça aussi, ça va être pris en compte et avec les consultations ou les résidents, là, les regroupements de résidents. Donc, on va faire ça de la bonne façon avec nos équipes d'ingénierie. Donc, ça devrait être dans les 2 prochaines années. C'est ce qu'on cherche à mettre en place. Jean-François vous a dit un peu les grandes lignes de quand les équipes étaient mobilisées. On vise beaucoup au printemps 2022. Il reste toujours le financement fédéral à avoir. Ça, on le dit en considérant que, mais s'il y a plus de temps à avoir le financement, bien, ça va tout un peu décaler. Mais c'est à peu près dans ces eaux-là là, que la confirmation, puis c'est vraiment l'avant-projet, les études d'impact environnemental, c'est tout ce qu'on va là, vraiment approfondir, tronçon par tronçon, le positionnement des interstations, les stations, les équipements de fonctionnalité du tram. Donc, c'est là que ça va se faire avec les équipes qu'on va mettre en place pour les 2-3 prochaines années, évaluer les impacts de tout ce positionnement-là. Donc, c'est à peu près dans ces... Je pense que ça répond à la question. Là. Merci beaucoup, M. Tremblay. Alors, c'est avec cette question que l'on met fin à notre rencontre. Je vous invite à noter que la présentation de ce soir sera disponible prochainement sur le site Web et la chaîne YouTube de la STO, au cas où vous n'aurez pas pu assister depuis le début. Par ailleurs, celles du 2 juin et du 22 septembre dernier sont disponibles en rediffusion. Et pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui auraient peut-être voulu revoir ces présentations-là. Je vous invite également à prendre note que l'ensemble des questions de ce soir, qu'on y ait répondu ou non, faute de temps, seront intégrées prochainement à la foire aux questions en français et en anglais sur le site web sto.ca Tramway Gatineau. Vous y trouverez également plusieurs renseignements pertinents sur le projet. Si vous avez d'autres questions, l'équipe du bureau de projet se fera un plaisir d'y répondre via l'adresse courriel suivante études-de-l'ouest@sto.ca. Vous trouverez également tous les détails du projet de Tramway Gatineau-Ottawa sur notre page web au www.sto.ca/Tramway Gatineau.
Merci beaucoup à nos panélistes. Merci à vous, cher public, de nous avoir suivis lors de ces 3 rencontres, d'avoir été des nôtres. Et on se dit à la prochaine. Bonne fête de soirée. Merci. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.